Oui, bonjour à toutes et tous à cette matinale, cette web conférence du comité de transmission de l'ordre du portable de Paris, qui donc va traiter ce matin de l'accompagnement de nos clients afin d'optimiser la gestion de leur entreprise. Et je remercie les intervenants qui vont intervenir maintenant, qui sont au nombre de 3. Si on peut avancer sur les slides, Thomas, merci. On peut avancer la présentation. Merci. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Notre comité, comme vous vous en doutez, travaille au niveau du Conseil de l'Ordre sur cet aspect de transmission afin d'aider les confrères et les consoeurs à créer un service, un département de leur cabinet qui pourrait s'intéresser à la transmission de l'entreprise, qui est une mission à valeur ajoutée importante sur laquelle nous souhaitons vous aider. Donc, ce matin, la thématique est importante parce que nous avons tous dans notre clientèle des clients qui pourraient être tentés à un moment ou à un autre de vendre leur entreprise, voire même, peut-être même que nous pouvons anticiper nous-mêmes et les inciter à le faire. Donc, bref, pour tous ces éléments-là, ce matin, nous avons, avec la complicité de Brice Akadiri, de Thomas Touron-Dupin et Jacob Lévy, vous présenter les éléments minima à connaître pour cela, sachant qu'il y a au niveau de l'ordre de subexpertise des formations et que vous pouvez aussi, pour ceux qui pratiquent cet exercice, nous rejoindre pour apporter votre contribution au partage du savoir de la profession. Donc, je passe la parole tout de suite à Brice Akadiri qui va vous présenter comment préparer la session. Brice, à vous, Guinée. Merci Jean-Luc pour l'introduction. Effectivement, nous allons passer cette matinée, nous allons passer quelques heures pour parler de la transmission. Et surtout, l'objectif, c'est de positionner l'aspect comptable au cœur du dispositif. Donc, nous n'allons pas présenter forcément les étapes de la session, mais surtout faire à chaque fois un parallèle avec le rôle et l'intervention du professionnel aspect comptable que nous sommes. Céder une entreprise n'est pas une décision qui est prise à la légère. Ça demande que le dirigeant soit accompagné. Et pour qu'il soit accompagné, il faudrait également que le confrère, l'aspect comptable, détecte le besoin, détecte le problème et lui propose son expertise. Pour commencer, je vais quand même rappeler que la décision de cession n'est pas, ça peut être mu par plusieurs éléments. Elle n'est pas simple à prendre pour le dirigeant dans la mesure où la société a été créée il y a des années. Le chef d'entreprise pense que c'est son bébé, mais à un moment donné, il est quand même contraint de prendre une décision, soit de céder au bon moment, soit de transmettre à ses enfants. Alors, pourquoi parler d'abord de la prise de décision? C'est très important puisque ça va être le fil conducteur de tout ce que nous allons présenter par la suite. Lorsque nous faisons nos rendez-vous clients, nous pouvons pouvoir détecter certains éléments de langage, certains aspects. Thomas, tu peux passer, je pense qu'il y a quelque chose qui manque là. Ouais, voilà, merci. Donc, ce qui amène le dirigeant souvent à penser à céder son entreprise, ça peut être résumé en deux éléments, soit des choix volontaires ou des choix qui sont contraints. Les choix volontaires, c'est quoi? Globalement, c'est le dirigeant, nous sommes en période de Covid, qui a été très impacté par les éléments actuels, qui décide de tout abandonner, qui décide de changer de vie, qui décide de vivre ailleurs. Et dans ces conditions, nous, professionnels, nous pouvons identifier ces éléments de langage, ces comportements du dirigeant, ces craintes et pouvoir susciter auprès de lui une petite mission d'accompagnement. Les choix peuvent être également contraints puisque le changement dans la réglementation, le changement dans l'environnement immédiat d'exercice du professionnel peut le contraindre à se dire que c'est le bon moment de partir. Donc, sur cette première partie, il y a
une possibilité pour le professionnel expert comptable justement de proposer une mission à son client, analyse éventuellement de, voilà, après un rendez-vous client, vous pouvez lui dire, ben, tiens, lors de notre précédent rendez-vous, vous avez évoqué un certain nombre de sujets, je souhaiterais qu'on puisse les aborder et éventuellement vous proposer une mission, ne serait-ce que sur 2 semaines, sur 4 heures, et des projets, des lettres de mission existent sur le site de l'ordre, et on peut s'en servir, on n'est pas obligé de faire toute une mission globale de session d'entreprise. Alors, je vais faire un petit point sur les profils des cédants. On avait coutume de dire que les cédants sont des entrepreneurs de certain âge, mais aujourd'hui, vous devez pouvoir observer qu'on a beaucoup de cédants qui sont jeunes, des start-upers. Donc, l'approche au niveau de nos dossiers doit changer. Ce n'est plus les sociétés qui existent depuis des années qu'il faut forcément regarder, mais on a des professionnels, des jeunes entrepreneurs qui ont envie de changer de vie et changer leur business model. Donc, ça peut être également des viviers dans nos dossiers. Donc, voilà brièvement ce que nous, en professionnels, nous pouvons faire lorsque nous avons en face de nous des dirigeants qui ont besoin de céder leur entreprise. Je voudrais conclure comme sur ce premier point pour dire que la décision de cession, nous ne devons pas occulter l'aspect psychologique. Parce que si le client n'est pas préparé, ce qui se passe en général, c'est qu'il est très réticent au moment de communiquer les premiers documents ou au moment de signer les premiers actes. Et c'est assez désagréable lorsque vous avez travaillé pendant un certain temps et que votre client commence pas à hésiter, commence pas à reculer au moment où vous pensez avoir réussi. Donc, c'est très important de gérer cet aspect psychologique avec son client, d'où l'importance de quelques rendez-vous. Naturellement, ça ne se fait pas tout seul. On peut également mettre en place un groupe de travail avec d'autres professionnels et c'est l'interprofessionnalité. Thomas, tu peux avancer sur la slide suivante. Yeah. Juste un complément pour les participants. Vous avez à droite des informations et voyez chatter. Vous pouvez poser votre question si vous avez des questions à poser. À droite, chatter. Merci, excusez-moi. Ouais. Alors, qu'est-ce que le client, notre client a envie de vendre? Le client peut céder son fonds de commerce ou céder les titres de sa société. Donc, la première chose pour le professionnel que nous sommes, c'est pendant cette prise de décision, pouvoir éclairer le dirigeant sur les différents choix possibles. La cession du fonds, Thomas, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, globalement, le client peut céder son fonds, donc c'est les éléments incorporels et corporels de son activité. L'inconvénient, c'est qu'il va garder tout le reste du passif, le stock, éventuellement qui peut être négocié séparément lors de l'opération. Sachant bien que la cession de fonds, globalement, aujourd'hui, au niveau des transactions, c'est ce qu'on observe le plus. Parce qu'en fait, il y a un marché apparent et un marché caché de la transmission. En gros, ce que nous observons, de la cession, ce que nous observons généralement et que nous remarquons, c'est les cessions de fonds, puisqu'il y a une publicité des actes qui est assez qui est obligatoire, alors que sur les cessions de titres, en général, il y a une partie du marché qui est cachée, puisque les cédants, en général, souhaitent que l'opération soit traitée un peu avec discrétion, ce qui peut parfois évite de comprendre ce qui se passe réellement sur le marché. Donc, l'autre possibilité, donc la seconde, c'est la cession des titres. Lorsque le cédant cède les titres, naturellement, il récupère le produit de sa cession et nous allons parler automatiquement d'imposition puisque la société est vendue, imposition à l'IRPP
et également sortie globale et sortie totale de l'activité, nouvelle vie, nouveau business, et le dirigeant passe à autre chose. Un petit point d'attention, c'est lorsque nous intervenons auprès de nos clients sur cette mission qui peut être analyse, possibilité, vente. C'est des missions qu'on pourrait facturer assez facilement sur des périodes très courtes. Un point d'attention sur la structure, si elle est à l'IS ou à l'IR. Je le rappelle tout simplement parce que lorsque vous cédez des fonds qui sont détenus par une structure à l'IS, le produit de la cession est d'abord capté par la société et c'est dans une deuxième phase en cas de distribution que l'analyse stratégique sur l'imposition du dirigeant peut être opérée. Voilà. Donc, vu rapidement sur cet aspect, nous allons passer à la slide suivante pour voilà, prendre un cas d'optimisation fiscale que nous pouvons faire, en fait, présenter qu'est-ce qui se passe lorsque nous cédons un fonds et qu'est-ce qui se passe lorsque ce sont les titres. Alors, j'ai pris un cas assez imaginaire, bien sûr, de la société chimique créée il y a 13 ans, il y a 10 ans à peu près, avec 6 000 titres initialement, une augmentation de capital de 2 400 titres, un dirigeant de 60 ans, marié et 2 enfants, qui a acquis un fonds commercial de 170 000 euros, avec un actif net de 315 000 et des dettes évaluées à 364 000 euros. Voilà. Alors, dans ce cas, au niveau de la cession de son fonds, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, donc dans un cas bien simpliste, nous allons dégager une plus-value qui va être la différence entre la valorisation de son fonds qui naturellement a été effectuée par notre expert comptable et le coût de son fonds commercial évalué à 170 000. Donc, dans ce cas, nous voyons que nous réalisons une plus-value de 189 000 euros. 189 000 euros, quelle est la valeur que nous donnons à cette société? Nous avons un actif net comptable corrigé qui va faire en fait la valeur de cette société, qui va faire les 315 000 euros de capitaux propres initialement détenus par la société, auxquels viendront s'ajouter notre plus-value, et nous arrivons à une valeur de 504 000 euros. 504 000 euros, j'ai un petit truc qui a disparu. Alors. Bon, donc, nous arrivons à une valorisation de 504 000 euros. Donc, la structure va être cédée pour 359 000. Une plus-value. Alors, j'ai un petit souci sur la slide. Une seconde. Donc, je revenais sur le document. Donc, nous avons un prix de cession de 359 000 et une valeur comptable de 170 000 euros, ce qui nous ramène à une différence de 189 000 euros qui constitue la plus-value. Cette plus-value, alors le cas que je vous ai présenté, c'est une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui fait que les 189 000 euros seront taxés au niveau de la société, et la société paiera également tous les droits directs liés à la cession de fonds de commerce. Et cette somme-là, malheureusement, n'est pas à la disposition du dirigeant. Il va falloir que le dirigeant récupère soit par une distribution, et auquel cas l'analyse se fera sur son taux marginal d'imposition ou éventuellement à quel taux il cotise. Pour rappeler brièvement, dans le cas présent, les droits auraient été calculés, sont estimés à peu près à 13 KE. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons des cessions de faible valeur?
il y a un certain nombre de dispositifs, je ne vais pas revenir sur l'ensemble, donc il y a les cessions de faible valeur qui nous permettent en fait d'obtenir des abattements. Dans le cas présent, compte tenu de la durée de détention et compte tenu du fait que nous avons une cession qui fait entre 300 et 500 000 euros, nous obtenons un abattement de 133 245 euros, ce qui ramène la plus-value taxable à 55 755, qui est quand même déjà un gros gap par rapport aux 189 000 euros. Bon, on aurait pu parler de cession en cas de départ à la retraite, de cession d'actifs. J'ai juste rappelé les articles du Code général des impôts qui traitent de ces deux sujets et je vais inviter les confrères à se reporter à ces articles pour approfondir. Mais si dans le même cas, nous avons cédé les titres de cette société, je fais un petit calcul rapide pour évaluer la valeur du titre et nous arrivons à une plus-value globale calculée de 384 000 euros. Et cette plus-value n'est ni plus ni moins que la plus-value unitaire multipliée par le nombre de titres qui est de 8 400. Et étant donné que nous avons un cas où les titres ont été acquis à des périodes différentes, donc nous nous retrouvons avec deux types d'abattements. Nous avons l'abattement de 65% pour les titres initialement souscrits, donc qui font 274 000 euros. Et sur ce montant, avec l'abattement, nous arrivons à un taux, à un impôt de 43 200. Alors, vous allez me dire pourquoi 45%? C'est 45% puisqu'on part du principe, bon, c'est une hypothèse, que notre dirigeant est imposé au taux marginal. Voilà. Et nous avons le deuxième abattement de 50% qui va générer finalement un impôt de 24 686. Donc globalement, en cédant les titres, le dirigeant arrive à un taux d'imposition de sa plus-value à 67 886. Alors, ce cas est simpliste, mais c'est juste pour montrer un peu toute la panoplie et tout le travail qu'il est possible de faire. Alors, qu'est-ce que le professionnel expert comptable peut faire dans ces conditions? C'est de vendre une mission d'estimation à son client. On peut déjà, quelques années à l'avance, proposer à son client de lui faire une simule entre la cession de son fonds ou la cession de ses titres à l'instant T. Et tous ces éléments-là vont conforter la stratégie future, la décision future du dirigeant de passer le cap et d'accepter qu'il passera vraiment dans une phase active de cession. Nous allons pouvoir passer à la slide suivante. Alors, lorsque nous parlons de cession d'entreprise, il y a deux dispositifs que je souhaiterais rappeler rapidement parce qu'il ne faut pas les négliger. Nous avons le dispositif du treuil et l'apport-cession. C'est deux dispositifs parmi tant d'autres, donc ce n'est pas les seuls. Et alors, vous allez peut-être me demander pourquoi le dispositif du treuil, puisque nous sommes en phase de cession. Mais j'estime qu'il est important de rappeler ce dispositif qui n'est pas, qu'il est vrai, est un dispositif qui est plus usité lorsque nous faisons des transmissions à titre gratuit. Il n'en demeure pas moins que lorsque nous parlons de cession, c'est quand même également de la transmission. Donc, qu'est-ce que le pacte du treuil finalement? Est-ce que je peux avoir le slide suivant, s'il te plaît? Voilà. Donc, alors, c'est une disposition qui a été introduite en 2000 et qui a été revue en 2019. Donc, je crois que c'est l'article 100, je ne sais plus ça en tête, du coup, c'est l'article Code général des impôts. Le pacte du treuil, il nous permet en fait de prendre un engagement de conservation des titres et lors d'une succession d'une donation. Et cet engagement, son intérêt est
très important dans le cas des transmissions intrafamiliales, puisque il va permettre, grâce à un mécanisme d'obtenir jusqu'à 75% d'exonération de droits de succession ou de donation. Les titres visés par ce dispositif, limitativement, ce sont des titres qu'on détient dans des sociétés qui exercent naturellement une activité commerciale, industrielle, ou artisanale ou agricole. Et la société peut être soumise à l'IS ou à l'IR. Le régime fiscal est totalement indifférent au bénéfice du dispositif. Sachant que dans le dispositif du Treuil, il y a quelques contraintes qui ne sont pas forcément des contraintes insurmontables. C'est souvent l'engagement. Nous avons deux types d'engagement. En général, nous avons l'engagement collectif de conservation des titres et l'engagement individuel. Ce point d'attention, l'engagement peut être également réputé acquis. Et à côté, nous avons présenté un schéma qu'on retrouve, que nous avons récupéré du site gestion de patrimoine. C'est assez grossier, mais ça montre ce qui peut se passer lorsqu'on a un dirigeant. Là, en l'occurrence, c'est un dirigeant qui transmet une société valorisée à 2 millions d'euros et qui a 2 enfants. Et donc, chaque enfant récupère 1 million d'euros de donations. Et très rapidement, on voit que la part du gâteau sur le côté gauche est représentée par des grilles, représente le montant à acquitter lorsque la transition a été faite sans stratégie particulière. Et à droite, nous avons toute la partie rouge qui est l'optimisation, et nous arrivons à un taux à des droits évalué à 28 KE, entre 212 962 et 28 195. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout naturellement, c'est la mise en application du dispositif du Treuil qui a permis cette économie. Donc, je ne peux que recommander de s'intéresser au dispositif du Treuil qui marche très, très bien, que certains peuvent considérer comme une niche fiscale. Voilà. Donc là, pour finir rapidement sur les dispositifs qui peuvent être activés, nous allons parler rapidement, je dis bien rapidement, de l'apport-cession. C'est quoi globalement? Globalement, l'apport-cession, c'est pouvoir obtenir un report d'imposition de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession. Techniquement, cela revient à créer une holding, à céder, à transmettre les titres, à céder les titres à la holding dans un premier temps, et très rapidement après, la holding cède les titres. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est la holding qui va capter le produit de la cession, et dès cet instant-là, nous observons naturellement qu'il n'y a pas de fait générateur. Et l'absence de fait générateur rend impossible, sinon permet au cédant, à la holding, de ne pas payer d'impôts. Et naturellement, donc, toute la trésorerie est gardée dans la holding et ça peut permettre l'investissement ultérieurement. Rapidement, nous avons un cas très simpliste également d'un investissement de départ de 500 €, cédé 5 000 € plus tard, donc ce qui génère une plus-value de 4 500, en estimant que les titres ont été détenus depuis 8 années et que nous sommes soumis à l'impôt sur le revenu, donc la flat tax 12,8 et 17% pour les prélèvements sociaux. Nous sommes en face d'un dirigeant assez fortuné, donc qui va naturellement être imposable à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus estimés à 4% sur son revenu fiscal de référence. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre petit tableau? Lorsqu'on n'a rien fait et qu'on est dans un système classique, les titres sont cédés pour 5 000 €, ils ont été acquis pour 500, nous dégageons une plus-value de cession de 4 500 €. En supposant qu'aucune partie de cette plus-value n'a été exonérée, nous nous retrouvons à un impôt de 1530 KE
c'est-à-dire l'imposition à la flat tax et la contribution exceptionnelle sur les revenus. Si on avait mis en place la stratégie d'apport-cession, donc le produit est capté entièrement par notre holding et à la fin, vous observez bien que 0 impôts sont dus et dans ces conditions-là, nous réalisons une économie de 1530. Alors, point d'attention, les conditions de l'apport-cession pour en bénéficier sont assez drastiques. L'une des conditions qui m'intéresse ici, qui m'importe de rappeler, c'est l'engagement de réinvestir 60% du produit dans une activité économique, bon, surtout d'éviter de l'investir dans une activité, dans une société à prépondérance immobilière, sauf cas particulier de sociétés de gestion qui détiennent ces structures-là. Alors, c'est quoi l'objectif du législateur? Au-delà de la stratégie fiscale que nous pouvons observer, c'est que cette stratégie permet quand même à l'entrepreneur qui a cédé son activité de pouvoir réinvestir dans une autre activité. Et naturellement, avec 1500 KE d'imposition non payés et 3000 € d'investissement, on voit très rapidement que si cet investissement n'était plus rentable et qu'on perdait 50% de la valeur du nouvel investissement, on revient à une situation d'équilibre. Donc, au-delà de la stratégie fiscale, c'est également une stratégie d'incitation au réemploi des sommes qu'on pourrait obtenir lors de telles opérations. Donc, globalement, voilà les éléments que nous pourrions analyser, des éléments, la panoplie d'outils que nous avons et qui nous permettraient de pouvoir aider notre dirigeant à prendre la décision. Ça fait également l'objet de missions complémentaires à la mission classique que nous avons et ça nous permet toujours de travailler en amont avec le client. Lorsque nous avons fait ces analyses, lorsque la décision a été prise par le dirigeant, Thomas, a été prise par le dirigeant de céder, et on ne peut pas se mettre sur le marché sans rien faire. Il faut préparer l'organisation, il faut préparer la société. Et donc, nous allons mettre en place des diagnostics. Je fais juste un petit parallèle avec le monde de l'immobilier. Un bien, pour le mettre sur le marché, ben, il faut faire du home staging. Une entreprise, pour la mettre sur le marché, ben, il faut faire du business staging, regarder ce qui ne va pas, corriger les anomalies et présenter vraiment une société pour que les repreneurs puissent être intéressés. Donc, c'est ça l'intérêt de l'audit. Et donc, quels peuvent être les intervenants dans ce cas? D'abord, l'expert comptable, mais également, il pourra faire appel à d'autres compétences, notamment des conseillers en stratégie, des personnes qui maîtrisent également tout ce qui concerne le patrimonial. D'ailleurs, sur ce point, j'invite les confrères participants à s'intéresser au sujet, puisque l'ordre, en coopération avec Dauphine, et même au niveau des centres de formation de la profession, nous avons des formations longues ou courtes sur le sujet. Et ceci est d'autant plus important que même si on ne devient pas un spécialiste du conseil patrimonial, ça nous permet lors des rendez-vous chez les notaires de comprendre le sujet. Les diagnostics, pourquoi? Donc, je vais finir par cette dernière partie. En 5 points, nous allons pouvoir diagnostiquer la société cible. Et ces diagnostics peuvent faire l'objet soit d'une lettre de mission unique, soit d'une lettre de mission pour chaque type de diagnostic qui pourrait être étalé naturellement sur 2 à 3 ans. On peut faire un diagnostic rotatif. Une première année, c'est le commercial, une deuxième année, l'industrie, et tous les ans, revenir sur les diagnostics précédents et les mesures correctives. Pourquoi ça? C'est toujours dans la démarche d'accompagnement et de préparation du dirigeant. Le diagnostic le plus important, c'est comme le diagnostic commercial.
Et souvent, sur cet aspect-là, nous, professionnels, experts comptables, on est très, très absents. Faire du diagnostic commercial pour un expert comptable, c'est pas, on n'a pas besoin forcément de faire des formations très, très spécifiques. Nous sommes encore sur des PME, des TPE. Et ce qui est important, c'est de comprendre la chaîne de valeur, hein, ce qui a été un thème défini par Porter dans les années 80. Comprendre la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est de comprendre ses coûts, l'imbrication des coûts entre eux et comment la société arrive à créer de la valeur entre les coûts fixes, les coûts opérationnels et ce qui est de la production. Lorsqu'on a compris cet ensemble-là, je pense qu'on peut l'appliquer à la société. Donc, c'est quoi? On va voir son marché. Si le marché, il est porteur, mon client, donc il a de fortes chances de céder son entreprise. Quelle est la clientèle de ma société? Est-ce que les clients, on a de nombreux clients éparpillés? Est-ce que la société dépend à 80% d'un client unique? Donc, toutes les 8 étapes qui sont présentées sur ce document ne sont pas forcément exécutées dans l'ordre, mais ce qui est important, c'est de l'adapter à chaque entreprise. La communication, si une société n'a pas de communication, on n'a pas forcément besoin d'aller faire un audit global de la communication, mais globalement, le travail est de détecter les forces et les faiblesses au niveau de chaque type de diagnostic et de pouvoir proposer une action corrective à son client. Une action qui peut être mise en place par le cabinet lui-même ou éventuellement conseiller le cédant sur un partenaire. Le diagnostic suivant, c'est le diagnostic industriel et technique. Très important, comprendre ce que... je vous donne le cas, prenons le cas d'une société pour laquelle on a travaillé il n'y a pas très longtemps, qui est une scierie. Aujourd'hui, il y a encore quelques années, les scieries étaient pratiquement laissées à l'abandon en France, mais observez que depuis quelques années, dès que nous sommes arrivés sur l'écologie, les scieries ont repris un peu du poil de la bête, puisque déjà à Paris, vous observez les fenêtres plastiques sont pas très, très usitées à Paris. Nous avons souvent des fenêtres en bois. Et donc, pour l'industrie, aujourd'hui, les scieries ont du boulot parce que l'écologie résonne avec bois. Et bois, ça veut dire qu'il faut scier. Lorsque vous avez un client dans la scierie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut regarder son outil de production. L'automatisation dans une scierie n'est pas forcément quelque chose de super ou ne pas être automatisé n'est pas un handicap. Dans une scierie, aujourd'hui, vous allez voir, on observe que les repreneurs vont plus donner de l'importance aux gros outils, aux grosses machines anciennes qu'aux nouvelles machines qui ne tiennent pas le coup. Donc parfois, l'analyse doit être vraiment orientée sur le business de la société. Analyser la stratégie business model de la société nous permet de savoir qu'est-ce que nous prenons en compte dans notre diagnostic. Voilà, après... Brice, si tu permets, juste, il faudrait que tu arrives à la conclusion très vite parce qu'on est un peu très en retard. D'accord, ouais. Donc, le troisième diagnostic, Thomas, s'il te plaît, je n'arrive pas à te suivre. Bon, alors, les ressources humaines, qu'est-ce que j'allais dire là? Au-delà de l'analyse, il y a quelque chose de très important. Lorsque on veut céder l'entreprise, ce n'est pas le dirigeant qui va être cédé, c'est son entreprise qui va être cédée. Donc, analyser l'importance du dirigeant dans la société, apprendre, amener le dirigeant à pouvoir se désengager progressivement des rôles opérationnels est quelque chose de très important. Nous devons faire également attention aux dirigeants qui ont des directrices financières, qui sont leurs épouses, mais qui sont des postes qui ne sont pas vraiment des postes assez techniques. Pour finir, il y a le diagnostic comptable et financier. Je l'ai mis à la fin parce que nous savons tous faire des diagnostics financiers et comptables. Donc, je ne vais pas vraiment rester sur ce sujet-là. C'est analyser les états financiers, voir si le passif, il est vraiment ce qui a été
on a du passif non caché, c'est vraiment les objectifs du diagnostic comptable financier que nous faisons tout le temps. Un dernier mot, tout ce qui est juridique et patrimonial est très important parce qu'on se rend compte souvent sur des dossiers que le juridique n'est pas très bien tenu et c'est des points handicapants au moment des sessions. Donc, proposer un diagnostic juridique à son client, regarder les registres d'assemblée, c'est pas compliqué de voir que si les assemblées sont bien tenues, si les registres sont bien tenus, c'est des éléments qui permettent, lorsqu'on rentre dans la deuxième phase, de pouvoir aller facilement, puisqu'une opération de cession, ça peut durer entre 6 mois et 2 ans, et plus on fait tous ces éléments-là en amont, ça nous permet de gagner du temps et de gagner nos honoraires. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser Thomas continuer sur la partie évaluation. Merci Brice. Pour ma part, je vais vous présenter la partie présentation, recherche d'un acquéreur et évaluation d'une entreprise. Dans la première partie de recherche d'un repreneur, nous avons distingué deux choses qui vont être le dossier de présentation et la présentation flash que nous pouvons faire pour les clients. Le dossier de présentation a pour objectif, naturellement, de présenter la société, mais également de faire une synthèse de l'audit que Brice vous a présenté en amont sur les points forts et les faiblesses de la société. L'objectif final de ce dossier est de donner envie à l'acquéreur d'aller plus loin dans la démarche. Mais pour arriver à ce niveau d'information, il est préférable toujours de présenter une fiche de présentation flash. C'est un document de 2-3 pages, dépendant de la société, qui va permettre de filtrer les repreneurs. L'objectif de ce document est de présenter le projet de cession. Si le repreneur n'est pas en adéquation avec ce projet, naturellement, il ne va pas aller plus loin. Donc, il n'ira pas jusqu'au dossier de présentation. Il faut faire attention dans cette présentation flash à ne pas donner trop d'informations. L'objectif est de ne pas permettre aux acquéreurs de découvrir le nom de la société. Sur une société connue, 2-3 informations peuvent nous permettre de découvrir le nom de la société. À l'inverse, sur une petite société, on peut aller un peu plus loin sans risquer le fait de faire découvrir la société. Dans le dossier de repreneur, nous allons naturellement présenter les dirigeants, leur historique, mais également la société avec l'ADN de la société, l'historique, les faits majeurs de la vie de la société et ses valeurs. On présentera son activité, sa clientèle. Un petit mot sur la clientèle, il est important de garder une certaine discrétion sur les noms des sociétés clientes pour éviter d'avoir des problèmes de confidentialité par la suite. Nous allons également présenter les moyens de production. Tous ces points-là ont été vus par Brice, donc je ne rentre pas dans le détail des machines, de toutes ces choses-là qui composent une société industrielle ou de conseil. L'organisation générale, les personnes, la décentralisation des tâches et les chiffres significatifs. Plusieurs études ont montré même que les repreneurs vont s'attacher à voir les points qui vont être le chiffre d'affaires, la rentabilité et le potentiel de développement de la société. Il est important de notifier que dans ce dossier de présentation, il devra avoir forcément ces deux aspects-là, le chiffre d'affaires, la rentabilité et l'évolution de la société sur un futur. Toute cette démarche est toujours confidentielle. Effectivement, on sait tous que lorsqu'on va arriver dans des phases de négociation, si toute la place à l'information de cette société en vente, on aura plus de mal lors des négociations. Pour cela, il sera important de signer un engagement de confidentialité qui sera présenté par Jacob par la suite et d'avancer étape par étape, c'est-à-dire transmettre les informations les moins importantes au démarrage
Et plus on avance dans la négociation, plus on va donner des informations confidentielles. L'objectif, c'est d'avoir un filtre encore des repreneurs pour que les dernières personnes ayant le plus d'informations soient le plus restreint possible. Encore une fois, on rappelle que on ne doit pas donner la liste des clients et des fournisseurs parce que si la vente ne va pas au bout, tout le monde, la personne connaîtra les clients et les fournisseurs et pourra venir les démarcher. Dernier point de ce dossier de présentation est de fournir des éléments prévisionnels via un business plan. On sait tous que les experts comptables en font pour le développement, mais on doit également en faire lors de sessions pour présenter le potentiel d'évolution de la société par la suite. Ces éléments doivent prendre le prévisible plutôt que le potentiel. On doit être apte à justifier les hypothèses retenues dans notre business plan. Pourquoi? Parce que l'acquéreur va forcément nous demander des explications et des détails des chiffres retenus. Ne pas sous-estimer l'impact de départ des dirigeants. On connaît tous des sociétés avec une forte intuitu personnel des dirigeants. Quels vont être l'impact lors du départ de ces dirigeants? Est-ce que des salariés vont partir? Est-ce que des clients vont partir? Tout ça va forcément chambouler la vie de la société, donc on doit le prévoir et mettre des hypothèses qui tiennent compte de ces éléments. Cela permet également de déterminer la marge de manœuvre. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment aider le cédant dans la recherche d'un acquéreur. Dans notre profession, on a moins l'habitude d'aller jusque-là. On fait le business plan, on fait les dossiers de présentation, mais lorsqu'on doit aller chercher un acquéreur, on s'arrête dans cette mission-là. Il existe plusieurs moyens. Le premier moyen est l'approche directe du repreneur potentiel. C'est-à-dire que notre client, le cédant, va contacter des fournisseurs, des clients, des sous-traitants ou même des concurrents pour les informer qu'ils vont mettre en vente et savoir s'ils sont intéressés. Avant de faire cette démarche, il est très important d'analyser l'impact que cela peut avoir si la transaction ne va pas au bout. Un client qui sait qu'on est en phase de vente va pas forcément continuer à fonctionner avec nous, ou inversement. La deuxième méthode va être le bouche à oreille. Le bouche à oreille permet d'avancer plus vite, mais d'avoir plus de personnes qui viennent nous solliciter, mais il est toujours important d'avoir la notion de confidentialité dans cette phase-là et contrôler le bouche à oreille pour éviter que tout le marché ait l'information que notre société est en vente. Excusez-moi. L'Ordre a créé en 2020 une plateforme pour mettre en relation le cédant et les acquéreurs via les experts comptables. Je vous invite à aller consulter cette plateforme pour voir les différentes sociétés qui peuvent être en vente ou les personnes qui recherchent des sociétés pour développer dans votre région ou au niveau national. Ah, il y a un problème de son. Il y a en quatrième méthode pour synthétiser. Il existe un nombre important. La principale peut être la CCI dans les différentes régions qui vont mettre en commun les acquéreurs et les cédants. Et bien sûr, il existe des professionnels de la transmission reprise qui ont pour objectif d'intervenir et de faire avancer le projet. Dans cette deuxième partie, on va voir l'évaluation d'une société ACD. Cette partie n'a pas pour objectif de présenter toutes les méthodes d'évaluation. Je vais présenter les points d'attention dans le cadre d'une évaluation et des bonnes pratiques à appliquer dans cette évaluation. Les méthodes d'évaluation, il existe plusieurs ouvrages, dont des ouvrages de l'Ordre, qui présentent toute cette démarche, les calculs et les analyses. Et il existe des logiciels également pour le présenter. En amont de cette évaluation, le professionnel doit réaliser une analyse de secteur. Je vais juste citer la méthode de Porter pour faire cette analyse-là.
Par la suite, il sera important de réaliser une analyse par les catégories de coûts relatifs aux produits. Cette analyse va permettre d'évaluer le prix, le point d'approvisionnement, les problématiques qu'on peut rencontrer actuellement pour l'approvisionnement, et les produits les plus rentables ainsi que les produits les moins rentables. Il va falloir faire une comparaison de l'entreprise par rapport à la concurrence. La concurrence peut s'analyser de plusieurs manières, comme la rentabilité, le chiffre d'affaires et la place que notre client, le cédant, occupe dans le marché qui pratique. Définir les ressources stratégiques. J'ai rappelé les différents points des ressources stratégiques qui sont un produit durable, difficile à imiter, être appropriable, ne pas avoir de substitut facilement disponible et procurer un avantage compétitif. Par la suite, il est nécessaire d'analyser les clients les plus importants, le top 5 ou le top 10 généralement. Le diagnostic de l'entreprise. Je ne vais pas rentrer du tout dans le détail étant donné que Brice l'a présenté tout au long de la première partie. On rappelle juste les différents points, l'industrie, les ressources humaines, le juridique, la fiscalité, la comptabilité. L'audit fait en amont permet d'avancer dans notre démarche de cession et faire une évaluation en faisant ressortir les points forts et les faiblesses. Dans ce slide, je vais vous présenter différentes méthodes d'évaluation. Je ne vais pas rentrer dans la méthode pour décrire l'évaluation, mais une synthèse des méthodes les plus appropriées en fonction de l'entreprise. Lorsque l'entreprise n'a pas de perspective de continuité d'exploitation, c'est-à-dire qu'elle est en liquidation ou va s'arrêter, on va prendre la valeur liquidative. Lorsque la TPE, il existe des usages professionnels, on va utiliser les usages professionnels. On va prendre, pour exemple, typiquement les cabinets d'expertise comptable, on va utiliser plus un multiple de chiffre d'affaires pour évaluer la société. Ce multiple va dépendre derrière d'autres facteurs. Pour les entreprises patrimoniales, on va prendre comme exemple une holding ou une société avec beaucoup d'immobilier dedans. On va prendre l'actif net réévalué. Pour une entreprise établissant des prévisions cohérentes, nous pouvons, ça c'est la typologie de clients qu'on a. On a perdu. Généralement dans nos cabinets, soit qui ont une prévision cohérente, ou soit où on peut se positionner, c'est préférable d'utiliser le DCF ou le comparable boursier et les méthodes fondées sur la rentabilité passée. Le passé ne prédit pas de l'avenir, mais ça peut laisser une certaine base d'information. Si vous avez des sociétés qui ne rentrent pas du tout dans ce domaine-là, je vous conseille d'utiliser la méthode actif net réévalué plus goodwill. J'ai repris les différents points qui peuvent impacter l'évaluation d'une société. Brice vous a présenté dans la première partie l'audit. Si on a des points de force ou des points de faiblesse, cela va forcément impacter la valeur de la société. Typiquement, dans l'activité, si on a une force de vente importante et pertinente et un tarif compétitif, cela va nous aider à valoriser la société plus fort. À l'inverse, s'il y a une dépendance vis-à-vis de clients ou une gamme de produits trop faible, dans l'évaluation, on aura un impact à la baisse. Le turnover sur les salariés et le niveau de rémunération élevé viendra diminuer la valeur d'une société. Et par contre, une compétence de l'équipe et un climat social favorable viendra augmenter cette valeur. Les moyens, outils, Brice nous a donné un exemple sur le matériel qui a plus de valeur s'il respecte par contre la réglementation. L'âge n'a rien à voir avec la valeur d'un outil dans beaucoup de cas. Et les locaux, s'ils sont adaptés ou non à la société. L'organisation, s'il existe une organisation, si elle est décentralisée
et qu'il y a un organigramme clair qui permet de donner une visibilité, on va impacter la valeur de la société à la hausse. À l'inverse, s'il manque de contrôle interne, s'il manque de contrôle de gestion, s'il n'y a pas de procédure, forcément, lors d'une reprise, il y aura plus de difficultés. De ce fait-là, la valeur sera diminuée. Le système d'information informatique est au cœur de beaucoup de problématiques actuelles avec le télétravail, avec la notion de sécurité. Ça devient primordial d'avoir une bonne gestion à ce niveau-là et l'impact dans le prix sera forcément très important en date. Pour finir la partie juridique, dans les cabinets d'expertise comptable, les lettres de mission nous permettent d'avoir des missions récurrentes d'année en année avec une certaine certitude dans le chiffre d'affaires. Ça a une valorisation qu'un chiffre d'affaires qui est non récurrent. L'enjeu pour nous, professionnels, dans ces différentes missions, sur ma partie, va être d'accompagner le dirigeant dans la rédaction du dossier de présentation et de la présentation flash. Cette notion de présentation flash est souvent très oubliée dans notre profession. Il est important de tenir la main du dirigeant qui attaque une étape de sa vie compliquée dans cette notion. L'évaluation de la société, c'est quelque chose qui est fait plus généralement par les cabinets. Il faut se former. L'ordre propose des formations pour nous aider à ajuster nos évaluations. Et il existe des lettres de mission pour encadrer, parce que nous sommes toujours dans une mission encadrée par l'ordre, pour permettre d'agir au quotidien. Je vais passer la main à Jacob, qui va attaquer la troisième partie. Bien, merci Thomas. Alors, lorsqu'on revient donc sur le sujet, accompagner nos clients à optimiser la cession de leur entreprise. Donc finalement, c'est une partie où on pourrait dire beaucoup de choses, mais moi je me suis focalisé plutôt du côté cédant, puisque évidemment parfois on est conseiller du repreneur, donc l'approche est un peu différente et parfois on est du côté cédant. Donc là, je vais mettre plus le focus sur le côté cédant. Donc les conditions de cession, on va dire dans le déroulement normal et optimum du cédant, c'est déjà de bien négocier les conditions de l'opération, ensuite de rédiger une lettre d'intention, donc nous verrons un exemple, rédiger le protocole de cession, le contenu et il y aura également un exemple. Les autres actes juridiques de cession et puis le protocole et puis d'arriver au closing. Donc, il y a aussi des missions à réaliser, un accompagnement à réaliser entre le protocole et le closing. Alors, donc négocier la partie négociation. Quels sont les objectifs finalement de cette négociation? Et quels sont les conseils que nous pouvons donner à notre client. Donc, l'objectif principal, ce n'est pas le seul évidemment, c'est de se mettre d'accord sur un prix. Ensuite, un délai de reprise, l'accompagnement du cédant, qui est fortement recommandé et souhaité dans tous les cas, et puis les termes de la promesse de cession. Donc, c'est ça. Je dirais, on n'est pas là pour donner juste des informations et puis chercher un repreneur quelque part qui serait prêt à reprendre l'affaire. Il y a réellement, faut avoir bien présent à l'esprit de ces objectifs-là pour pouvoir justement, comme le disait tout à l'heure Thomas, faire une sélection et ne pas retenir ceux qui ne correspondent pas aux objectifs qu'on s'est fixés. Alors, donc le conseil, donc se préparer, des objectifs clairs, etc. Se renseigner sur la personne d'acquéreur, parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même approche ou qui risque de faire perdre du temps parce que ça va pas marcher, c'est pas la peine non plus d'aller plus loin.
être à l'écoute. L'objectif est de s'entendre, évidemment. Donc, on ne va pas venir, même si on a nos objectifs en tête, mais on va quand même écouter le repreneur présenter sa vision. Et puis ensuite, on va voir si on peut se mettre d'accord avec lui ou pas. Donc, le rapport doit être équilibré. C'est une négociation. Il y a des compromis à faire, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà. Ensuite, donc slide suivant, s'il te plaît, Thomas. Donc, finalement, notre rôle dans cette négociation, c'est d'aider le client à définir ses objectifs et puis de recadrer, enfin, s'il avait des objectifs un petit peu trop optimistes ou pas assez. Hein, il y a des cas, il n'y a pas très longtemps, d'un client qui avait fixé une valeur, qui disait bon, bah, je suis prêt à vendre plus de la majorité à ce prix-là, et finalement, il garde la majorité et il vend plus cher. Donc, évidemment, il y en a qui se trompent, qui se sous-estiment leur valeur, il y en a d'autres qui la surestiment. Donc, on a vraiment un rôle d'ajustement à ce niveau-là. Ensuite, préparer un dossier chiffré, donc c'est ce que Thomas a développé. Participer aux réunions, assister le chef d'entreprise à tous les rendez-vous clés pour apporter des éclairages. De temps en temps, c'est mieux de prendre la parole pour recadrer certaines choses. Ça peut aider le chef d'entreprise. Et ensuite, rédiger une lettre d'intention pour résumer les devoirs des parties. Donc ça, c'est la première phase de négociation qui se termine par une lettre d'intention dont on va parler tout de suite. Alors, la lettre d'intention, quels sont les points clés de cette lettre d'intention? C'est que, premièrement, il y a un certain nombre d'informations. Et puis, il y a des fondements également à respecter. Ensuite, donc, quel est l'intérêt du cédant de rédiger? Ça peut être positif, ça peut être négatif, donc tout dépend comment on prend les choses. Ensuite, le contenu et puis l'exemple. Alors, les informations, donc on passe au slide suivant. Alors, non, alors c'est un peu trop tôt l'exemple. On passe le slide d'abord, le slide qui suit. Voilà. Donc, alors, devoir général d'information du cédant. L'article 1112.1 du Code civil qui précise que si que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à ce contractant. Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé, c'est généralement des informations qui n'ont pas été vues dans l'audit d'acquisition. Il faut donner le maximum d'informations parce que le manquement à ce devoir peut entraîner l'annulation du contrat. Voilà. Alors, ensuite, donc, le risque de communication insuffisante d'informations, de toute façon, c'est qu'on perd du temps. C'est-à-dire que finalement, si le cédant il dit bon, je ne vais pas tout lui dire, c'est au moment où il va le découvrir. Alors, non seulement il va demander une lettre, dans sa lettre d'intention, le repreneur, il va mettre énormément de clauses pour se couvrir. Et deuxièmement, on risque de perdre du temps et donc des opportunités. Ensuite, la mise en place d'une data room. Donc, la mise en place d'une data room, donc là, il y a un rôle important pour l'expert comptable parce que donc une data room, qu'est-ce que c'est? C'est que généralement un espace accessible sur Internet, c'est virtuel, mais il y a un certain nombre de fichiers d'informations. Donc, non seulement qui est possible de consulter, mais également de poser des questions. Ce qui fait c'est une base qui permet de communiquer et d'avancer sur toutes les données importantes. Ensuite, donc, il faut définir le cadre et les limites de la négociation. Alors, quelles sont alors, 3 questions rapides. À quel moment recourir à cette lettre d'intention? Lorsqu'on a le repreneur, il a une idée claire de l'entreprise et qu'il a un intérêt, il veut approfondir son analyse pour préparer une offre. Donc, dans ces cas-là, c'est le bon moment
Et puis le cédant, évidemment, dès qu'il a sélectionné le repreneur, il faut qu'il l'incite à rédiger cette lettre d'intention le plus vite possible pour ne pas perdre de temps. Ensuite, à quel besoin? Quel besoin? Eh bien, alors justement, pour le cédant, c'est que la poursuite des discussions avec les candidats va impliquer une diffusion d'informations à caractère confidentiel. Donc ce que évoquait tout à l'heure Thomas également, donc effectivement, il va y avoir une lettre de confidentialité à rédiger, etc. Alors, y a-t-il des risques à rédiger une lettre d'intention? Alors, oui, alors à l'inverse de ce qu'on a vu dans le point 2, c'est-à-dire que si, le risque de communication insuffisante, il y a aussi, dans certains cas, il peut y avoir aussi un risque de rédiger une lettre d'intention parce que finalement, c'est que donc il ne faut pas négliger, même si son occurrence est rare, que ça peut être la rupture abusive des négociations parce qu'on a un écrit. Donc attention, et dans cet écrit, forcément, on a donné une sorte d'exclusivité. Dans certaines lettres d'intention, le cédant a pris aussi l'engagement de respecter certaines clauses. Donc, donc c'est-à-dire que si c'est quelqu'un de trop, où on sent qu'il peut y avoir du contentieux, faire attention en tout cas, rédiger une lettre d'intention, oui, mais demander à ce que ce soit la forme la plus simple si on ne veut pas être bloqué par la suite. Alors là, on peut présenter l'exemple. Voilà, donc alors les points clés, donc j'ai surligné en jaune les points clés finalement qui doivent, c'est un exemple de lettre d'intention simple et générale qui peut tenir sur une page ou deux maximum. Elle a disparu. Voilà. Donc voilà, vous m'avez indiqué rechercher un acquéreur, d'accord, pour approfondir ma connaissance. Donc là, c'est important de définir ce que l'on a vu à travers le dossier. Donc la société réalise un chiffre d'affaires de tant d'euros, telle est l'activité, que ce soit bien clair également, la clientèle est diversifiée, fidèle, et donc dans ce cadre-là, je suis intéressé, je vous confirme que je suis intéressé de poursuivre. Après, donc au vu de ces éléments, donc il y a eu un échange évidemment avec un accord, même si ce n'est pas sur un prix précis, mais sur des règles de calcul. Le prix va être apprécié de telle façon, un multiple compris entre temps et temps, qui va être appliqué au résultat d'exploitation ou à l'EBIT. Le multiple donc va générer une valeur de fonds d'environ temps, et puis les titres qui seront valorisés en fonction de la valeur de l'entreprise moins les dettes financières. Donc, pour formuler une offre, donc on précise, il va me falloir un temps, il va me falloir des informations, et si j'ai accès à ces informations sous 8N, donc, j'estime qu'il me faudra 3 semaines. Donc, on va définir une sorte de… On est obligé de donner une date pour ne pas bloquer le cédant. Et puis, par la suite, formuler un protocole d'accord pour conclure la vente sous un délai de 2 mois. Donc, il est important même déjà au niveau de la lettre d'intention de définir le calendrier qui va aller jusqu'au bout pour la clôture. Et évidemment, donc il y a des conditions suspensives qu'on va énoncer. Et puis les derniers paragraphes, le repreneur, il va dire attention, si dans les courriers, il y a des informations qui venaient et sont de nature à remettre en cause mon intérêt, eh bien, je vous donnerai bien sûr des raisons, mais dans ces cas-là, je pourrais me retirer sans remettre d'offre et donc aucune conséquence. Voilà, donc ensuite, on revient sur le slide et voilà, donc tout ça, finalement, quel est l'intérêt du cédant? C'est de vérifier que l'acquéreur est sérieux dans sa démarche et qui souvent, parfois, est le seul signataire sera l'acquéreur. Mais parfois, effectivement, l'acquéreur demande non seulement une exclusivité, mais également un engagement du cédant de respecter certaines clauses. Vérifier que les parties sont en phase sur les points clés et s'assurer que la négociation va pouvoir aboutir. Alors, le contenu, bon, donc c'est le contenu, on va dire, général.
Donc ça, c'est ce que nous avons vu, la lettre. Donc on peut passer au protocole. On peut passer à la suite. Voilà. Le protocole de session, donc le contenu, on va parler des modalités de session, du calendrier de réalisation des opérations, le mode de financement, les conditions suspensives, l'aspect accompagnement du cédant qui est important pour garantir, on va dire, de conserver la clientèle, et les éléments qui entrent dans le cadre de la garantie. Donc là, on va présenter un exemple, ça va être plus parlant. L'exemple sera celui d'un cabinet d'expertise, un fonds de commerce d'expertise comptable. Voilà. Alors, donc, Thomas, tu peux dérouler en fait pour aller plutôt focaliser sur les endroits qui sont surlignés. Alors, donc, il y a une session de la totalité de la clientèle. L'objet, donc article 1, la page 2. L'article 1, l'objet, voilà. Alors, c'est transférer définitivement la clientèle, moyennant un prix, et reprendre les salariés. Donc, évidemment, avec le fonds de commerce, c'est pas que les clients, c'est aussi l'effectif. Par contre, le cédant va s'engager, dans le point 1.3, là on voit, va s'engager à assumer le coût de revient des temps pour être à jour de ces dossiers, puisqu'on sait très bien qu'il y a toujours un certain nombre de dossiers à jour. Et donc, lorsqu'on reprend une clientèle, il ne s'agit pas de passer du temps à rattraper le retard, c'est forcément à la charge du cédant. L'obligation, alors les obligations du cédant, ça va être aussi de transmettre des informations claires sur les fichiers clients. Donc des détails qu'on va joindre dans une annexe dans laquelle il y aura le chiffre d'affaires récurrent, l'existence ou non d'une lettre de mission, le mode de paiement des honoraires, si c'est payé par chèque, enfin, et c'est quel délai de paiement également, ou si c'est payé par prélèvement, c'est pas la même chose. Et puis donc de savoir un petit peu la qualité de ces clients au niveau paiement. Est-ce que il y a beaucoup de dettes ou est-ce que les clients payent bien sans problème? Ensuite, donc, il va devoir aussi jouer un rôle de présentation et d'information de la clientèle, de coopérer tout au long de la période de cession, en tout cas de la période de garantie. Plus loin, donc si tu peux dérouler, Thomas, s'il te plaît. Donc, il y a un certain nombre de clauses. Après, au niveau du prix, donc voilà, donc on paye un prix généralement qui correspond à un chiffre d'affaires récurrent et actif à la date de signature du protocole qu'on a évalué. Comme donc effectivement, c'est très courant dans notre profession, c'est des coefficients qui sont choisis. Mais attention, une petite remarque. Les coefficients, c'est variable, c'est-à-dire que évidemment, dans un cas, on va prendre 80, enfin, on peut, il y a des cabinets qui se vendent à 60% parce qu'il n'y a aucune garantie, parce que la rentabilité n'est pas bonne. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent monter jusqu'au coefficient 1, voire même plus, si la rentabilité est très bonne. J'ai déjà vu des cabinets qui se vendaient à 110% du chiffre d'affaires. Alors, il y a d'autres critères aussi, mais qui sont très peu employés dans la profession. On peut aussi utiliser les EBIT, etc., un multiple de REX ou d'EBIT. Mais c'est vrai que le mode d'évaluation d'un fonds d'expertise, et souvent, on fait également le calcul du coefficient de chiffre d'affaires. Bien, on continue. Donc, il y a donc des garanties. Donc, la garantie, c'est important, même si aujourd'hui, je ne saurais pas dire quelle est la proportion, mais beaucoup essaient d'éviter de donner des garanties parce que c'est vrai que ça oblige le cédant à accompagner une certaine période, à attendre, ne pas être payé de la totalité. Mais en tout cas, pour le repreneur, et moi j'estime que même en tant que cédant, quand on a une clientèle qui est bonne, il n'y a pas de raison de ne pas donner de garantie. Voilà. La perte s'il y a une perte de chiffre d'affaires, évidemment, tout ça, il faudra bien indiquer, faire des calculs qui permettront de connaître le prix définitif au final.
Voilà, donc on passe. Donc voilà les points essentiels. Donc dans la dernière page de ce protocole, ce qui est essentiel, c'est de bien mettre les annexes, qu'il n'y ait pas de confusion. Les annexes sont la liste des clients, donc l'annexe 1. Voilà, liste des clients cédés avec information détaillée, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Liste des clients non cédés, c'est ce qu'il peut y avoir aussi des cabinets où il y a quelques clients en particulier pour des relations personnelles, donc bien les isoler et les détailler. La liste des salariés et puis le planning de présentation de clientèle. C'est le minimum d'annexes qui doivent figurer dans un protocole de session de clientèle, expertise comptable. Voilà, donc on revient sur le slide, enfin sur le PowerPoint. Et donc la suite, c'est les autres actes juridiques de cession. Il y a donc un acte à part entière donc d'écrire les garanties d'actifs et de passifs. Ensuite, il y a les actes de cession, donc les actes, les PV d'assemblée qui décident les cessions. Ensuite, il y a le contrat d'accompagnement du cédant qui définit est-ce qu'il va être rémunéré et combien il va être rémunéré et le temps qu'il va devoir consacrer, dans quel cas il va intervenir, est-ce que c'est à la demande du repreneur ou est-ce que c'est de façon fixe, etc. Dans la rédaction de la documentation juridique, donc il va falloir fournir les données présentes dans les actes, validation des contraintes du planning et vérifier. Donc ça, c'est le rôle d'expert comptable. Voilà. Slide suivant. Donc, on va ensuite avoir, une fois que le protocole est signé, il va y avoir une période avant le closing donc, c'est une mission particulière entre le protocole et le closing. Il va falloir produire une situation, il peut s'écouler 3 mois, 6 mois, et donc il faut savoir définir qu'est-ce qui se passe, qui gère les rênes et comment se passe cette période. Produire une situation, des documents prévisionnels actualisés, être l'interlocuteur donc on parle toujours expert comptable du cédant, c'est comme ça que je me suis positionné, être l'interlocuteur de l'expert comptable du repreneur, confirmer que les conditions de vie de la société prévues dans le protocole sont toujours respectées et vérifier que les critères financiers qui existaient au moment du protocole sont toujours valables. Donc ça, c'est juste un peu avant le closing pour que tout se passe bien. Ensuite, slide suivant. Ben voilà, donc là, en fait, ça pourrait être notre conclusion, c'est que une fois que tout, ça y est, l'entreprise est aidée, on a accompagné le cédant dans sa session d'entreprise, eh bien, quelque part, eh bien, il se retrouve avec de la trésorerie et il va quand même se poser des questions et ce serait dommage de laisser, de pas l'accompagner à ce moment-là. Donc, il y a des missions auprès de la personne du cédant, organisation du patrimoine, investissement, transmission. On a évoqué tout à l'heure les histoires de Pacte Dutreil, etc. Fiscalité personnelle liée à la cession des titres. Donc, il y a plusieurs modes. Brice a évoqué tout à l'heure, par un exemple, les impacts. Et ensuite, mission de conseil auprès de la société cédée. Alors là, du coup, la société cédée, maintenant, elle est passée entre les mains du repreneur. Mais je dirais qu'une transition peut être faite à ce moment-là pour basculer et devenir le conseiller du repreneur. Si l'expert comptable s'il n'a pas d'expert comptable, tout simplement, si c'est un repreneur qui n'a jamais créé d'entreprise, ou que il veut à ce moment-là changer. Et donc, les arguments, ce serait la connaissance de l'entité reprise, d'où l'importance d'une impartialité dans toute la démarche d'accompagnement du cédant également. Et puis, ça permet également de rassurer l'équipe que généralement nous connaissons bien, l'équipe des dirigeants de l'entreprise, et d'accompagner le management dans les changements éventuels après le départ du cédant. Voilà, donc pour conclure,
Je redonne la parole à Jean-Luc Semama, qui va nous dire un petit peu le mot de la fin. Merci à tous. Oui, bonjour. Merci à Brice Kadiri, à Thomas Touron-Dupin et à Jacob Lévy de leur présentation. Les questions sont peu nombreuses, j'imagine, parce que la présentation a été assez exhaustive. Je voudrais juste insister auprès de nos consoeurs et confrères qui nous font le plaisir de nous suivre sur l'importance de ce volet de transmission d'entreprise au sein de nos cabinets. Ça a été dit et je voudrais insister là-dessus. La transmission d'entreprise s'anticipe et le maître mot de la réussite, c'est l'anticipation. Ça veut dire que dans tous nos cabinets, nous avons des clients qui ont toujours l'impression que la transmission ne les concerne pas, que c'est pour demain, pour après-demain même, et donc ne s'en préoccupe pas. Notre rôle de conseil, c'est de les inciter par les conseils, justement, par nos conseils, à anticiper et à prendre les mesures qui conviennent. Tout à l'heure, par exemple, Brice a parlé du cas de la cession d'entreprise et le cas de la transmission familiale d'entreprise. Ça aussi, ça mérite du temps, d'analyse pour prendre une décision. On a parlé des valorisations, on a parlé de la recherche d'un repreneur, on a parlé de toutes les modalités de la lettre d'intention. Tous ces éléments-là sont un point important que chacun d'entre nous devrait avoir à cœur de connaître, de comprendre, pour inciter nos clients le mieux possible, non pas dans l'intérêt du cabinet d'ailleurs, dans l'intérêt même d'eux-mêmes. Après une entreprise après avoir créé une entreprise, l'avoir fait prospérer, de préparer sa sortie et la sortie du dirigeant. D'où l'importance, c'était dit et rappelé, sur l'équilibre des produits, des services, des clientèles, des équipes. Le social est un point important pour que l'entreprise ne repose pas sur un seul homme ou une seule femme. Bref, tous ces éléments qui sont des conseils pratiques et de bon sens, et liés à l'expérience que nous avons les uns et les autres, à nous d'en faire profiter nos clients pour que chaque cabinet se prépare par des compétences à acquérir si on ne les a pas déjà, pour conseiller utilement nos clients en anticipant. Ce sont des missions à valeur ajoutée importante, dont la délégation est limitée, sauf à des collaborateurs de très bon niveau, parce que pour un chef d'entreprise, céder son entreprise, c'est céder un peu de lui-même, d'où la difficulté. Donc, je suis persuadé que vous aurez à cœur d'y travailler dans l'intérêt de vos cabinets et de nos clients et de l'économie en général. Faites-nous part de vos commentaires, de vos questions. Notre comité est à votre disposition. Il essaie d'apporter des éléments d'information. Et bientôt, vous aurez d'ailleurs sur le site de l'Ordre un e-book sur des éléments pratiques que nous avons conçus à votre attention. Merci de votre écoute. On avait prévu d'arrêter à 10h30. Il est 10h27. S'il y a des questions qui s'inscrivent sur le chat, on y répondra avec grand plaisir. Mais pour l'instant, j'ai vu que vous étiez assez attentifs et n'avez pas pris le temps d'écrire. Je suppose donc que vous était pour vous assez clair. Mais n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et donc, je me permets de vous souhaiter à tous une très bonne journée, de prendre soin de vous, de faire attention aux risques pour vous et votre famille et vos collaborateurs dans cette pandémie qui n'est pas finie apparemment. Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne activité. Merci, à très bientôt. Au revoir.